Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une invitée. Bonjour Myriam, je vais te laisser te présenter. Je suis Myriam Demout et je suis Solution Architect, donc architecte de solutions chez NVIDIA. Voilà, NVIDIA qui fabrique entre autres des GPU qui sont une arme de prédilection quand on fait du deep learning. On en parlera tout à l'heure. Donc, au programme de cet après-midi, on va commencer par une introduction au deep learning et on va essayer de démystifier un peu ces sujets qui sont malheureusement souvent vulgarisés de manière assez incorrecte. Et puis on va rentrer progressivement dans les détails du deep learning. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle de deep learning? Comment on l'entraîne? Qu'est-ce qu'il faut pour l'entraîner? Etc., etc. Et dans le deuxième webinar, on rentrera encore plus dans les détails. On étudiera une librairie open source qui s'appelle Apache MXNet et qui permet assez facilement de construire des modèles de deep learning et de les entraîner. Okay, donc les concepts généraux dans ce premier webinar et puis du code dans le deuxième webinar. Eh bien, allons-y. On va commencer par quelques définitions. Comme je disais à l'instant, on lit un peu tout et n'importe quoi sur l'IA et le deep learning depuis des mois. Donc c'est important de poser précisément les concepts. Puis ensuite, je voudrais revenir sur ce que j'appelle les 5 mythes de l'IA, qui sont 5 erreurs fondamentales ou 5 incompréhensions fondamentales que je constate de manière régulière et auxquelles j'aimerais vraiment tordre le cou. Ensuite, on parlera donc des bases du deep learning et donc Myriam vous parlera également de la vision du deep learning qu'a NVIDIA et pour ma part, je vous parlerai de la partie on va dire un peu plus théorique sur un modèle, comment on l'entraîne, etc., etc. Et puis on conclura avec des informations sur la dernière génération de GPU NVIDIA qui s'appelle Volta, qui est un monstre de puissance et qui est bien utile pour le deep learning et qui est disponible sur AWS. Et puis bien sûr, comme d'habitude, on répondra à vos questions. Alors, les définitions. Commençons par le commencement. L'intelligence artificielle, c'est la discipline chapeau. C'est une discipline qui existe depuis un certain temps et dont l'objectif est de concevoir des systèmes capables de démontrer un comportement humain, ou humanoïde, disons. Par exemple, la capacité à comprendre le langage naturel, la capacité à parler, donc à comprendre le langage parlé et à s'exprimer également en langage naturel. La capacité à démontrer des raisonnements complexes au-delà d'une programmation explicite. Et puis, quand on parle de système prédictif, la capacité à démontrer une intuition, la capacité à prédire le futur, alors de manière probabiliste, mais avec un niveau de précision qu'on espère le plus élevé possible. Donc ça, c'est cette discipline, elle est vaste, et à l'intérieur de l'intelligence artificielle, il y a un domaine qui s'appelle le machine learning, dont on a déjà pas mal parlé depuis le début de la semaine. Et le machine learning, vous l'avez compris, c'est à permettre aux machines d'apprendre des comportements à partir d'un jeu de données sans être explicitement programmées. Donc on a vu par exemple comment faire de la classification, comment faire de la recommandation, comment faire de la régression, etc. Juste en entraînant un algorithme sur un jeu de données. Et au sein du machine learning, il y a encore une autre discipline qui s'appelle le deep learning, qui a le même objectif, c'est-à-dire apprendre des comportements automatiquement sur la base d'un jeu de données. Mais à la différence du machine learning, quand on fait du deep learning, et on le verra tout à l'heure, Myriam va vous en parler aussi, on verra qu'on travaille avec des jeux de données où les features, au sens machine learning du terme, ne sont pas expressément visibles. Quand on fait du machine learning, dans les exemples qu'on a pu faire jusqu'ici depuis le début de la semaine, on avait des données, on va dire en colonnes, pour dire les choses simplement, avec une signification précise de chaque colonne et on les combinait pour construire un modèle. Lorsqu'on travaille sur des images, de la vidéo ou de la voix, on n'a pas ces données structurées, on a des données non structurées et il faut se débrouiller pour en extraire ce qui est intéressant. Et ça va être le rôle du deep learning, et en particulier des réseaux de neurones, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, d'identifier au sein du jeu de données quels sont les features qui sont importants et de les apprendre automatiquement. Voilà. C'est vraiment ça, la différence entre le machine learning et le deep learning. Le deep learning va détecter et construire les features automatiquement.
là où le machine learning avait besoin qu'on les lui pré-mâche, si vous me permettez l'expression. Alors, en avant pour les 5 mythes de l'IA. Donc je sors ma masse et je vais essayer de frapper sur ces murs en espérant qu'ils tombent. Alors le premier mythe, c'est l'IA, c'est la mode, hein. C'est le parfum du mois, c'est la mode, c'est le plat du jour, c'est tout ce que vous voulez. Et là, comment j'ai trouvé ces couvertures? Vous pouvez faire le test, vous allez dans Google, vous tapez AI Magazine Covers. Bon, alors ça, je l'ai fait il y a quelques semaines, vous allez en trouver d'autres. Mais il y en a littéralement des dizaines, et il suffit de voir le kiosque au coin de la rue pour en voir d'autres. Alors généralement avec des robots, ce qui m'agace particulièrement, parce que la robotique et l'IA sont deux sujets qui sont complètement différents. Mais bon, on fait aussi cette confusion avec la robotique, mais passons. Et puis, au-delà des couvertures de magazines, on est bombardé d'infographiques. Alors j'ai une saine détestation des infographiques. Et ils ont tendance à polluer mon flux Twitter, mon flux LinkedIn. Et voilà, donc c'est la mode, le truc du moment. On a l'impression qu'on découvre ça. Et je pense que c'est une erreur fondamentale parce que l'IA, c'est un sujet qui date de la fin des années 50. C'est un sujet qui a 60 ans, qui est quasiment aussi vieux que l'informatique en fait. Pratiquement aussi vieux que l'informatique. Donc l'IA, la date de naissance de l'IA, on peut la placer en 1956, lors d'un séminaire qui a été organisé par John McCarthy et auquel participait également Marvin Minsky, qui sont deux grands noms de l'IA, qui ont ensuite fait des carrières prestigieuses. McCarthy a inventé le langage Lisp, Minsky a fondé le laboratoire d'IA du MIT, c'est une anecdote amusante, il a conseillé Stanley Kubrick pour le design de l'IA qu'on voit dans 2001 Odyssée de l'espace, c'était en 68, donc vous voyez, ça date pas d'hier. Et puis, accessoirement, les deux ont eu un Turing Award, qui est l'équivalent du prix Nobel pour l'informatique. C'est scandaleux qu'il n'y ait pas de prix Nobel en informatique, ça viendra peut-être un jour. Voilà, mais en tout cas, vous voyez, cette discipline, elle existe depuis des décennies, elle a été menée par des grands visionnaires comme McCarthy, Minsky et d'autres. Donc il ne s'agit pas de découvrir en 2015 ou en 2016 ou en 2017 qu'il y a une discipline qui s'appelle l'IA et que peut-être c'est bien. Donc voilà, il y a des décennies de travail, des décennies de publications. Alors certes, les choses se sont accélérées depuis quelques années et Myriam nous expliquera pourquoi tout à l'heure, mais en tout cas, c'est une discipline qui existe depuis un moment. Le mythe numéro 2, qui est sans doute celui qui m'énerve le plus, c'est que l'IA, c'est de la sorcellerie. Voilà. C'est du voodoo, c'est compliqué. Et le sous-titre de ça, quand on lit entre les lignes des gens qui essaient de vous expliquer que c'est très compliqué, très compliqué, c'est que oui, c'est très compliqué et que vous n'êtes pas assez intelligent pour comprendre. Alors ça, c'est un argument qui me déplaît fondamentalement. D'autant plus que l'IA, ça n'est absolument pas de la sorcellerie. L'IA, comme on va le voir tout à l'heure et dans les webinaires qui vont suivre, c'est alors un peu de maths, surtout quand on travaille dans les couches les plus basses, oui, il y a un peu de maths, mais c'est surtout du code. On va utiliser des outils, on va utiliser des librairies, MXNet, TensorFlow, voilà, hier on a utilisé Spark, Hadoop, etc. Et puis c'est des puces pour faire du calcul. Donc soit des CPU, comme la dernière génération d'Intel, les Skylake, soit des GPU, comme le dernier GPU d'NVIDIA, Volta, dont on parlera plus en détail tout à l'heure. Mais en aucun cas, c'est de la sorcellerie, ça reste de l'informatique. Donc, si vous savez faire 50 lignes de Python, vous pouvez faire du deep learning. Okay, il n'y a pas besoin d'aller recourir à du jargon et du charabia et d'emballer tout ça derrière. C'est trop compliqué pour vous, monsieur le client. Le mythe numéro 3, donc, qui est finalement celui qui m'énerve le plus maintenant que j'y pense, c'est la fameuse licorne cognitive. Donc c'est les belles promesses scintillantes qu'un seul système cognitif, qui est un mot que je déteste, va résoudre automagiquement tous vos problèmes. Donc venez, monsieur le client, jetez vos données dans notre chaudron cognitif, touillons un peu et on va extraire de la valeur et puis on sait tout faire. Voilà. On sait tout faire, on sait faire de la CRM, on sait guérir le cancer, on sait gagner les jeux télé, on sait... voilà, je vais m'arrêter là, pour ne pas devenir désagréable encore plus. Mais voilà, tout ça, c'est du pipeau. C'était pas vrai pour le big data, c'est pas vrai non plus pour l'IA. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune technologie
qui est capable automagiquement de résoudre vos problèmes et d'extraire une valeur business de vos jeux de données. C'est juste, ça ne marche pas comme ça, donc ce sont des fausses promesses. Et cette licorne, si vous succombez à ses charmes, elle risque assez vite de se transformer en ce pauvre animal qui ne risque pas de résoudre quoi que ce soit en termes de problèmes. Donc méfiance sur ces discours très marketés, voilà, plein de paillettes. L'IA, c'est pas ça aujourd'hui. Hein, on l'a vu déjà depuis le début de la semaine, le machine learning et l'IA. Bon, déjà, c'est un ensemble de problèmes. Hein, vous l'avez vu, le machine learning et le deep learning, ce n'est qu'une petite partie de l'IA. Il y a plein d'autres domaines comme la vision artificielle, le text-to-speech, le speech-to-text, le traitement du langage naturel, etc. Donc il y a toute une classe de problèmes qui nécessitent tous des outils et des algorithmes un peu différents. Et déjà, une fois de plus, depuis le début de la semaine, on a vu Hadoop, on a vu Spark, on a utilisé Scikit-learn, on a fait du Python. Tout à l'heure, on va faire du MXNet, et puis demain, on fera encore autre chose. Bon. Donc voilà, il y a une palette d'outils, il y a une stack assez riche qu'il faut savoir utiliser, mettre en œuvre pour résoudre un problème ou un autre. Et non, désolé, il n'y a pas de chaudron magique où on jette ses données et où on obtient des résultats en 15 secondes. Donc ça, ne vous faites pas avoir, c'est vraiment une plaisanterie. Le mythe numéro 4, c'est que l'IA, c'est réservé aux cas d'usage bizarres. Donc on va continuer à faire de l'IT traditionnel pour les sujets de tous les jours. Et puis quand on a vraiment un problème bizarre, alors on définira bizarre comme on veut, là peut-être qu'on devrait essayer de faire de l'IA. Et ça aussi, c'est de mon point de vue et du point de vue de nos clients, un non-sens, parce que le fait est que l'IA n'est jamais plus forte que sur les problèmes intuitifs. Et on va en donner des exemples encore tout à l'heure et au fil des webinaires ultérieurs. Là où l'IA est particulièrement performante, c'est pour traiter des problèmes qu'un enfant, de 5 ans peut résoudre, mais pas à l'échelle où vous lui demandez. Si vous demandez à un enfant de 5 ans de reconnaître sur une photo un chat, un chien et un tigre, il va le faire. Il ne saura pas forcément vous expliquer qui est qui, et, enfin pour quelle raison qui est qui, mais il va le faire. Si vous demandez à un enfant de trier des Lego par couleur, il va le faire. Si vous demandez à un enfant sur une photo d'entourer les silhouettes des personnes et de tracer des boîtes autour des objets, il sait le faire. D'accord ? Donc ça, c'est facile à faire, c'est des comportements qu'on a appris à un jeune âge, mais c'est des comportements qui sont difficiles à apprendre à un ordinateur, qui sont difficiles à résoudre de manière traditionnelle et à programmer de manière traditionnelle. Essayer de programmer de manière traditionnelle la reconnaissance d'un chat ou d'un chien dans une image, bon courage, c'est compliqué. Donc l'IA va savoir le faire, et elle va savoir le faire infiniment plus vite et infiniment à une échelle infiniment plus importante qu'un humain ne peut le faire. Mais toujours est-il que c'est vraiment sur ces domaines-là qu'elle est puissante. Et on va vous en donner des exemples tout à l'heure. Voilà, et une illustration de ça, c'est les services de haut niveau qui ont été annoncés à re:Invent. Je reviendrai sur ces services vendredi. Donc un service comme Recognition Video, qui est capable de comprendre du contexte au sein d'un flux vidéo. Comprehend, qui est capable d'extraire des concepts et des entités à partir d'un texte. Translate, qui fait de la traduction automatique. Transcribe, qui va faire du speech-to-text. Toutes ces problématiques-là qui sont simples, une fois de plus, un enfant de 7 ans, il sait faire du speech-to-text. Vous lui faites une dictée, c'est ça, c'est speech-to-text. Bon. Et ben voilà, l'IA est capable de traiter ces problèmes-là, de le traiter à l'échelle, automatiquement. Et c'est sur ces sujets-là que l'IA est la plus forte. Et enfin, le dernier mythe, c'est ok, admettons, mais l'IA, c'est pas pour la production. L'IA, c'est un truc de geek, c'est un truc de chercheur, c'est un truc de labo et on peut rien faire de sérieux avec tout ça. Et là aussi, ça serait une erreur de penser ça. L'IA, c'est du business. Et quand je dis que c'est du business, c'est à double sens. C'est vous pouvez vous en servir dans votre business et c'est évidemment devenu un business. Il suffit de voir le succès d'NVIDIA depuis des années. Il existait bien sûr avant que le GPU devienne une arme de deep learning, mais l'ampleur prise par NVIDIA est fortement liée aussi au sujet IA.
Il y a tout un écosystème qui est en train de se constituer autour de ça. Et puis, si vous êtes fournisseur de technologie ou de services, eh bien, vous avez peut-être intérêt à vous y insérer aussi. Donc, si on revient sur AWS, on a aujourd'hui un grand nombre de clients qui font de l'IA sur AWS. Alors, on pourrait évidemment parler de Netflix. J'ai encore vu sur le blog d'engineering de Netflix aujourd'hui même un article où ils expliquent comment ils vont personnaliser l'artwork, donc personnaliser le contenu graphique qui est présenté sur les films. Donc concrètement, en fonction de vos goûts, en fonction de votre historique, ils vont aller vous construire et vous personnaliser les jaquettes, les vignettes qui vont vous présenter les films avec le titre, avec les acteurs, etc., etc. Donc voilà un exemple de personnalisation hyper avancée. On a déjà parlé de FINRA pendant la semaine, qui fait du machine learning à très très grosse échelle pour détecter des transactions financières suspectes. Duolingo, que vous connaissez peut-être, qui est un site, une application d'apprentissage de langue, qui utilise Amazon Polly, donc notre service de text-to-speech pour faire de la synthèse vocale. Capital One, qui est une des 10 plus grosses banques américaines, qui a développé un chatbot qui permet à ses clients de consulter leurs soldes bancaires et leurs informations bancaires via une interface vocale. Voilà, je pourrais continuer comme ça longtemps et je vous donnerai d'autres exemples au fil de la semaine. Mais tous ces clients-là, dont la plupart des noms nous sont connus, sont en production aujourd'hui sur des solutions d'IA, soit de haut niveau, soit faites en interne. Mais il ne s'agit pas là de prototypes ou de bricolage. Et je vais passer la parole à Myriam, on va basculer très vite, hop, voilà, qui va nous parler justement de l'impact qu'a le deep learning dans l'industrie et quelle est la contribution qu'NVIDIA peut apporter à ses clients. En réalité, aujourd'hui, on peut voir le deep learning dans tout et partout. Des fois, on s'en rend compte, comme je ne sais pas si certains d'entre vous travaillent à la Défense, mais ce bus que l'on voit circuler sur la Défense. Ah oui, la navette autonome. Exactement. Oui, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Voilà, donc il y a une navette autonome sur le parvis de la Défense. Ouais. Là, concrètement, c'est du deep learning. On peut le voir aussi aujourd'hui utilisé par certains médecins pour les cancers, la détection des cellules cancéreuses. Toute l'imagerie médicale. Exactement. Ils arrivent aujourd'hui à trier les cellules pour savoir si elles sont cancéreuses ou pas grâce au deep learning. On peut le voir dans les voitures autonomes, comme mais aujourd'hui, on a des voitures qui se garent toutes seules. C'est grâce au deep learning. On peut le voir dans la reconnaissance faciale quand vous postez une image et qu'on est capable de dire que vous êtes sur cette image alors que vous ne l'avez pas dit. Oui, j'ai vu une pub, je ne sais pas si tu l'as vu, il y a une pub de téléphone portable, oui. On ne va pas citer la marque, oui. Il y a une campagne qui tourne là en ce moment où on voit une jolie pub très léchée. Et à peu près le seul message, c'est il y a de l'intelligence artificielle dedans. Oui. C'est-à-dire ça devient un argument de vente. Alors on ne dit pas, je pense qu'il doit y avoir une reconnaissance de visage, des trucs comme ça. Il y a une reconnaissance, il y a aussi une nouvelle feature. Ça devient un argument de vente pour des produits grand public, c'est intéressant. Tout à fait. Mais en plus de ça, on peut vraiment l'utiliser partout. Tu as parlé tout à l'heure d'un enfant qui peut reconnaître un chat ou un chien. J'ai un collègue qui en avait assez d'avoir des chats dans son jardin. D'accord. Et du coup, il s'est dit, je vais mettre en route mon arrosage automatique, comme ça les chats vont disparaître. Donc il a un détecteur de chats. Alors, le seul problème, c'est que l'arrosage automatique qui se met en route quand il y a du mouvement... Ouais. Il se faisait arroser aussi. Ouais. Oui, ça peut être le facteur. Ou exactement, le facteur lui-même, ses enfants. Bien sûr. Donc il a mis en place un deep learning. Il a entraîné un réseau de neurones à reconnaître les chats sur des images. D'accord.
Il l'a ensuite, une fois entraîné, il l'a mis en place avec son arroseur automatique. Et du coup, quand les chats arrivaient, l'arroseur automatique se mettait en route et voilà une application inattendue. Voilà, application inattendue par quelqu'un, enfin pratiquement pour le quotidien. Ouais, donc c'est prêt à être utilisé. Et vous allez me dire, tu as parlé tout à l'heure du machine learning, de tout ce qui est réseau de neurones qui existe depuis très 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 longtemps. Mais pourquoi aujourd'hui, du coup, on en parle? C'est ça. Qu'est-ce qui fait? Parce que je l'ai dit, l'IA existe depuis des décennies. Exactement. Donc, ok, on est un peu saoulé de tous ces gens qui découvrent l'IA depuis avant-hier. Mais il faut quand même admettre que ça fait, on va dire, 1 à 2 ans qu'il y a une espèce d'explosion. Alors, pourquoi? C'est parce que même si on avait ces réseaux de neurones qui étaient prêts, on n'avait ni les données nécessaires pour pouvoir les utiliser, ni la capacité matérielle pour faire les calculs nécessaires. Ouais, on verra tout à l'heure que les calculs sont lourds. Et sont lourds, et du coup, c'est avec l'avènement du big data, toutes ces données qui circulent aujourd'hui un peu partout, et le fait d'avoir les GPU qui peuvent être utilisés pour faire tous ces calculs qui sont nécessaires pour faire les réseaux de neurones profonds, et on a pu, la conjonction de ces trois choses, c'est cet alignement de planètes là, exactement, qui fait exploser qu'aujourd'hui le deep learning est ce qu'il est. Alors comment ça marche? Parce que on va voir les détails tout à l'heure, mais on l'a dit, le machine learning et le deep learning, c'est apprendre des comportements sans être explicitement programmé. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ça? Avant, pour reconnaître cette voiture, par exemple, il aurait fallu qu'un expert vienne, explique comment est-ce que on va définir la voiture, les courbes, etc. Ça aurait pris beaucoup de temps, on aurait dû écrire beaucoup de code, et ça aurait été spécifique à cette voiture. Avec le deep learning, on n'a plus besoin d'explicitement dire voilà à quoi ressemble une voiture. On prend des photos de la voiture, des voitures, on les fournit au réseau de neurones, on lui dit que c'est une voiture. Voilà, on lui dit là, c'est une voiture, elle est rouge et c'est un coupé, et c'est peut-être, je sais pas si c'est pas une Jaguar, je sais pas ce que c'est. Et après, selon voilà, ce et on lui dit, ce que l'on souhaite avoir comme résultat, et on le laisse apprendre tout seul. D'accord. Donc c'est ça, ce que je disais tout à l'heure, l'extraction automatique des features, c'est ça. C'est-à-dire, au lieu d'essayer de se casser la tête à dire quelles peuvent bien être les caractéristiques uniques de cette voiture, on lui dit voilà, ça c'est une voiture, débrouille-toi pour apprendre. Exactement, okay. Et il apprend par lui-même, on n'a pas besoin de lui dire voilà comment reconnaître la voiture. L'avantage aussi, c'est que par la suite, si on a besoin d'étendre ce domaine-là, on n'a pas besoin de réécrire un nouveau code. Lui est capable de reconnaître d'autres voitures, d'autres modèles, d'autres couleurs, etc. Ok, on va généraliser d'autres applications. Ok, super. Le deep learning, concrètement, se fait en 2 phases. La phase d'apprentissage, qu'on appelle training, où donc on fournit à ce réseau de neurones des images et il doit apprendre à reconnaître des choses, par exemple. D'accord. Et la phase de prédiction, inférence, où là, il n'apprend plus, il l'a déjà appris, et il doit juste nous fournir un résultat. On lui montre des nouveaux échantillons, on lui dit voilà, ça c'est quoi. Exactement. Alors, si c'est un problème de classification, là on voit encore un chat, manifestement les chats et l'informatique c'est une grande histoire. Bon. Donc, de toute façon, et après on déclenche l'arrosage automatique. Exactement, et une fois qu'il a détecté que c'était un chat, il peut... Donc training et inférence, on va rentrer dans les détails tout à l'heure, mais ces 2 étapes-là sont vraiment très importantes. Du coup... Alors, pourquoi les GPU? Oui, pourquoi les GPU? Donc, pour vous présenter un peu pourquoi les GPU, aujourd'hui... comme vous pouvez le voir sur le graphique,
ce graphique qui nous présente les résultats du challenge qui s'appelle ImageNet, et dont le but c'est de reconnaître des objets sur des images. De classifier les images. Classifier, là c'est plus de la détection. Oui, là c'est de la détection, parce qu'on a plusieurs... il y a plusieurs catégories dans le concours. Il y a plusieurs catégories dans le concours. Exactement. Là c'est vrai que c'est la détection, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans l'image et à quel endroit. Exactement. Voilà, on voit ces petites boîtes là, les bounding box autour des objets. Oui, c'est ça. Donc on voit les bounding box. Donc, pour ce challenge, donc au tout début, en 2010, on avait ce qu'on peut voir au niveau de la courbe rouge, c'est le taux d'erreur. Donc au début, le taux d'erreur était à 28%. Ouais, presque 1 sur 3. Ouais. Aujourd'hui, il est à 2,25%. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la machine fait mieux que l'être humain. Ouais. Parce que l'être humain est à 5% en moyenne. C'est ça, l'être humain, voilà. C'est ce que j'ai vu, c'est l'être humain est à peu près à 5%. Exactement. Sans compter que si on vous donnait 1 million d'images à classer en 1000 catégories, bon, peut-être sur les 100 premières, vous resteriez concentrés, et encore. Bon, et puis après, ça se dégraderait. Mais oui, effectivement, là, le taux d'erreur humain, c'est à peu près 5%, et là, on est à plus de la moitié en dessous de ça. Tout à fait. Ouais, mais ce qu'on peut voir aussi, c'est que en 2010 et en 2011, il n'y avait aucune équipe qui utilisait les GPU, ouais. Et qu'à partir de 2015, toutes les équipes utilisent les GPU. Ouais. C'est bien pour une raison. C'est bien pour une raison, tout à fait. Et cette raison, c'est que les GPU sont massivement parallèles et qu'ils font des calculs de matrices. Ils sont faits pour faire des calculs de matrices. Et que les réseaux de neurones, ce sont des calculs de matrices pour la plupart. On verra ça tout à l'heure, alors ne vous sauvez pas, hein. Même si vous n'aimez pas les maths, restez avec nous. on va alléger. Mais effectivement, ce point est essentiel, c'est la capacité des GPU à paralléliser des gros calculs de matrices qui les rend incontournables pour du training sur des gros jeux de données. Tout à fait. Donc pour ça, ils sont très très bons en tout ce qui concerne les opérations matricielles et du coup ils sont forts à faire ça. Et en plus de ça, vous avez aujourd'hui la possibilité de les utiliser quel que soit le contexte dans lequel vous travaillez, quel que soit votre niveau, puisque vous pouvez utiliser des librairies de bas niveau comme cuDNN ou autres, ouais. Ou utiliser des frameworks qui sont déjà prévus pour faire du deep learning assez facilement. Oui, déjà, on verra ça tout à l'heure avec MXNet, justement, voilà, avec des objets de plus haut niveau pour construire les couches des neurones, etc. Mais il y en a plein d'autres, il y a TensorFlow, il y a Theano, Café, etc. Ouais. Et tous ces frameworks utilisent des librairies telles que cuDNN pour l'accélération, ouais. Accélérer les calculs sur les GPU. Ok, super clair. Très bien. Merci beaucoup Myriam pour cette première partie. On va rebasculer sur ce deck-là. Et justement, ça va faire le lien avec ce que tu nous expliquais. On va rentrer vraiment maintenant dans les bases. Comment marche le deep learning? Alors, on l'a dit, le deep learning, c'est les réseaux de neurones. Donc, il faut qu'on explique ce qu'est un neurone. Un neurone, c'est une construction mathématique qui essaie d'imiter le neurone biologique. Un neurone biologique, il a des connexions, il reçoit des entrées, et en fonction du poids associé à cette entrée, à ces entrées, le neurone va être activé ou pas activé, qui va envoyer un courant électrique ou pas. Alors avec le neurone, on va dire mathématique, on a un peu le même fonctionnement. On a donc des entrées, ici sur la gauche. À chaque entrée va être associé un poids, donc une valeur numérique flottante. Et on va faire cette opération qu'on appelle multiply and accumulate, où on va simplement multiplier chaque entrée par son poids, et on va faire la somme. Okay? Multiply and accumulate, c'est plutôt clair comme description. Et donc ça va nous donner une valeur brute
qui va être le produit finalement de le résultat des entrées et du poids associé à chaque entrée. Donc maintenant, ce qu'il nous faut, c'est de savoir est-ce que cette valeur-là, est-ce qu'elle active le neurone ou pas. Okay, un peu comme, une fois de plus, le neurone biologique. Et donc, pour forcer cette décision, on va utiliser ce qu'on appelle une fonction d'activation, dont le but va être d'introduire une non-linéarité, c'est-à-dire en fait de tracer une frontière en disant en deçà de cette valeur, on considère que le neurone n'est pas activé, et au-delà de cette valeur, eh bien, on considère qu'il est activé. Alors, il y a tout un tas de fonctions d'activation, par exemple la fonction binaire, où on considère que si la valeur sortie du multiply et accumulate est négative, eh bien, on considère que le neurone n'est pas activé. Et puis, si elle est positive, eh bien, le neurone est activé avec 1 comme valeur de sortie. Alors ça a été utilisé pendant un moment, et puis on a continué à progresser. Aujourd'hui, la fonction qui est sans doute la plus utilisée, c'est la fonction qui s'appelle relu, qui, elle, donc, considère que si la valeur de sortie du neurone est négative, eh bien, le neurone n'est pas activé. Et en revanche, si elle est positive, eh bien, on renvoie cette valeur. Donc 0 si elle est négative, et puis la valeur elle-même, x, si elle est positive. Donc, ce qui permet d'introduire cette non-linéarité en disant, dans certains cas, le neurone n'est pas activé, dans d'autres, il est activé, et il peut être fortement activé avec relu si cette valeur est élevée. Okay, donc ça, c'est un neurone, et on va combiner ces neurones pour construire des réseaux de neurones. Okay, donc voilà un réseau assez simple, où on va avoir donc la même couche d'entrée que tout à l'heure, les inputs. Je vais avoir une couche de neurones qu'on appelle cachée, donc une couche intermédiaire, qui est, alors en bon français, fully connected, donc complètement connecté. Donc vous voyez que chaque neurone d'entrée est connecté à tous les neurones de la couche intermédiaire, et chaque neurone de la couche intermédiaire est connecté à toutes les sorties. Okay, donc c'est un modèle très simple. Et puis on a une couche de sortie qui va nous donner nos résultats. Alors comment est-ce qu'on va travailler avec ça ? Eh bien, on va construire notre dataset. Donc notre dataset, ça va être un jeu d'échantillons, disons M échantillons. Okay, donc les échantillons ici sont en ligne. Et chaque échantillon va avoir un certain nombre de features, okay, qui va devoir correspondre au nombre de neurones sur la couche d'entrée. Plus exactement, le nombre de neurones sur la couche d'entrée va devoir correspondre au nombre de features présents dans votre dataset. Okay, donc, pour faire du deep learning, il faut beaucoup de données, donc potentiellement cette matrice, elle peut être importante. Et là, on commence à comprendre pourquoi il va falloir accélérer ces calculs. Mais on va voir tout à l'heure, lorsqu'on verra du code, on verra cette matrice qu'on appelle traditionnellement X, qui contient donc les échantillons d'entrée. Okay, donc les échantillons en ligne, et puis pour chaque échantillon, en colonne, les différents features. Et puis il va nous falloir, tu l'as dit tout à l'heure, une des grandes applications des réseaux de neurones, c'est l'apprentissage supervisé. Donc l'apprentissage où on va effectivement montrer au réseau quel est le résultat qu'on attend, et il va l'apprendre. Donc ici, supposons qu'on fasse un problème de classification. Pour chaque échantillon, on va avoir ce qu'on appelle un label. Et donc ici, eh bien, on va avoir autant de labels que d'échantillons. Okay, et puis chaque label ici va avoir une valeur numérique. Alors si ici on est sur de la classification, imaginons qu'on ait N2 catégories, eh bien, on va avoir les entiers de 0 à N-1. Donc par exemple, cette catégorie va être la catégorie 2, cette catégorie-là va être la catégorie 0, etc. etc. Et donc, l'impact de ce nombre de catégories sur notre réseau, c'est qu'il va falloir que sur la couche de sortie, on ait autant de neurones que de catégories. Puisque à la fin, on le verra tout à l'heure, la valeur qu'on va retrouver dans un neurone de sortie donné, ça va être la probabilité que cet échantillon appartienne à la catégorie donnée. Donc ici, la catégorie 0, la catégorie 1, la catégorie 2. Okay, donc voilà, donc autant de neurones d'entrée que de features, autant de neurones de sortie que de valeurs possibles pour les catégories. Alors, pour entrer un peu dans les détails, lorsqu'on travaille avec des catégories, en fait, on ne va pas faire l'apprentissage sur ces valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5. On va faire ce qu'on appelle du one-hot encoding, c'est-à-dire qu'on va transformer Y en une matrice de vecteurs. D'accord ? Donc la taille de ce vecteur ici, ça va être le nombre de catégories, et on va juste mettre un 1 pour indiquer la catégorie en question. Donc ici, si Y1 est égal à 2,
eh bien, le bit, ce bit-là est à 0, bit 0 à 0, bit 1 à 0 et bit 2 à 1. Ok. Ici, si y2 est égal à 0, bah, pour la catégorie 0, on met le bit à 1, etc. etc. Okay, vous allez comprendre pourquoi on fait ça. Donc maintenant, si on essaie de voir notre réseau en action, ça va se passer comme ça. On va prendre donc, cet échantillon, on va le placer sur la couche d'entrée, et puis on s'attend à avoir ça sur la couche de sortie. Okay, et donc là, on est bien sur les probabilités. Donc cet échantillon, on veut qu'il ait 100% de chance d'être de la classe numéro 2. Okay, et c'est ça que le réseau va devoir apprendre, et c'est ça qu'on va mesurer. On va mesurer la précision, c'est-à-dire le nombre de prédictions correctes divisé par le nombre total de prédictions. Alors le souci, c'est qu'évidemment au début, le réseau n'est pas entraîné, donc il va prédire n'importe quoi. Donc quand on va mettre sur l'entrée, on va mettre notre échantillon, on va récupérer n'importe quoi ici. Alors j'ai mis 1 qui n'est pas la bonne classe qu'on voulait, mais en pratique, on aura vraiment n'importe quoi. D'accord ? Donc la prédiction de cet échantillon X1, ça ne sera pas le Y1 que j'attendais, ça sera Y'1, appelons-le comme ça, et qui sera une valeur, qui sera un vecteur différent de celui que j'attendais. Donc il va me falloir une fonction, qu'on appelle la loss function, qui va mesurer l'erreur entre la valeur réelle, le label réel et le label prédit. Alors vous voyez que ce n'est pas juste faire y1 moins y-1, parce que là on parle de vecteurs, donc il y a tout un tas de types de fonctions différentes qui vont être capables de mesurer la différence entre ces deux vecteurs. Et en pratique, on ne va pas le faire échantillon par échantillon, on va le faire pour des groupes d'échantillons. On va voir dans un instant que quand on fait de l'entraînement, on entraîne batch par batch, donc on va entraîner 32 par 32 ou 64 par 64. Donc on va prendre 64 échantillons un par un, on les fait passer dans le réseau, on additionne toutes les erreurs et là on a une erreur globale pour le batch. Okay, donc c'est la somme des erreurs des différents échantillons. Et donc le but du process d'entraînement, c'est de minimiser cette erreur. C'est d'arriver progressivement à une erreur la plus faible possible pour que la valeur prédite soit la plus proche possible de la valeur attendue. Et on va faire ça comment ? On va faire ça en ajustant les poids. Okay, et je prends toujours cette image, si vous vous souvenez des télés analogiques, hein, voilà, j'espère que certains ne sont pas, je ne suis pas le seul à m'en souvenir, c'est inquiétant. Quand on a acheté une télé analogique et qu'on la branchait, le premier truc qu'il fallait faire, c'était aller chercher un tournevis ou un couteau de cuisine, et puis pour chaque chaîne, il fallait qu'on tourne un espèce de petit truc, généralement bien inaccessible, et puis progressivement qu'on cale le récepteur de la télé sur le bon canal pour avoir la bonne image. Et c'est exactement ça qu'on fait quand on fait un réseau de neurones, c'est que progressivement, on va tourner un petit coup à droite, ah c'est pas bon, un petit coup à gauche, c'est pas bon, mais progressivement on va se rapprocher de la bonne image et le bruit blanc qu'on a à l'écran va devenir la chaîne de télé qu'on attendait. C'est vraiment la meilleure analogie que je puisse trouver, c'est ça qu'on va faire sur un réseau de neurones, la différence étant que là il n'y a pas un seul commutateur à tourner, il y a potentiellement des dizaines, des centaines de millions de paramètres à modifier. Donc bien sûr, il va falloir le faire automatiquement. Donc le processus de training, il va marcher comme ça. On va découper le dataset en batch, okay, et puis on va prendre un premier batch, on va le faire passer dans le réseau, on va mesurer l'erreur totale de ce batch, et puis on va appliquer un algorithme qu'on appelle la backpropagation, qui va, en chemin inverse, ajuster automatiquement, couche par couche, les poids dans une direction dont on sait qu'elle va minimiser l'erreur. En tout cas, réduire l'erreur un petit peu. Okay, et donc, on va faire ça pour un premier batch, pour un deuxième batch, etc. Et donc, progressivement, on va mathématiquement, comme ça, on va se rapprocher des bonnes valeurs de poids. Et on va le faire pour l'intégralité du dataset. Une fois qu'on l'a fait pour tout le dataset, c'est ce qu'on appelle une époque. Et on va le faire 10 époques, 20 époques, 50 époques, 100 époques, 200 époques. Ce qui là aussi explique que ces entraînements-là prennent du temps et que si on veut réduire le temps d'entraînement, il faut de la puissance de calcul. Okay. Donc les paramètres qui sont importants ici quand on fait du training, évidemment ça va être la taille de batch, ça va être le nombre d'époques, et puis ça va être ce qu'on appelle le learning rate, qui est à quelle vitesse est-ce qu'on va ajuster les poids. Donc je reprends mon analogie de la télé, mon analogie analogique. Est-ce que vous mettez des grands coups de tournevis ou est-ce que vous y allez tout doucement, tout doucement, tout doucement? Et intuitivement, on sent que si on met des grands coups de tournevis à droite, à gauche, on ne converge jamais vers le bon résultat. Et si on met des tout petits coups de tournevis, tout petits coups de tournevis,
ça risque de prendre un moment. Voilà, ok. C'est exactement la même chose en deep learning. Il va falloir trouver une valeur qui est suffisamment petite pour qu'on converge, suffisamment grande pour qu'on converge, suffisamment grande pour qu'on converge rapidement, mais suffisamment petite pour qu'on converge quand même. Okay, et donc à la fin, on a un réseau entraîné. Alors, comment est-ce qu'on sait justement, qu'on sait dans quelle direction il faut mettre les coups de tournevis? Alors, il y a plein d'algorithmes d'optimisation, et on en verra plusieurs lorsqu'on utilisera MXNet tout à l'heure. Le plus connu est un algorithme qui s'appelle SGD. Et l'analogie qu'on peut prendre, ici vous voyez ce graphique, c'est une fonction f donc, qui prend deux entrées, donc on a un graphique en 3 dimensions. Et l'objectif ici serait de dire quelles sont les valeurs de x et de y qui me donnent le z le plus faible. Okay, donc, si on prend une image géographique, on veut descendre de la montagne et aller dans la vallée. Okay, donc comment est-ce qu'on arrive dans la vallée, sachant qu'on peut partir de n'importe où. Eh bien, en fait, cet algorithme-là, il va, en faisant une opération mathématique sur f, il va être capable de savoir qu'il faut aller dans tel sens ou dans tel autre, qu'il faut par exemple diminuer x pour aller vers des valeurs plus faibles de z, et peut-être augmenter y. Okay, donc il va calculer des gradients, je ne rentre pas dans les considérations mathématiques, mais ce sont bien sûr des calculs de gradients, qui vont nous dire, si tu veux diminuer z, il faut augmenter un petit peu x et diminuer un petit peu y. Et donc on va faire un petit pas dans chacune de ces directions, et on va commencer à descendre gentiment de la montagne. Et on recommence, et on recommence, et on recommence. Et c'est donc ça qui va nous amener progressivement au point le plus bas, qui, dans un contexte de deep learning, va être l'erreur de prédiction la plus faible. Okay, donc on reparlera de ces algorithmes d'optimisation au fil des démos MXNet, mais vraiment l'intuition c'est ça, c'est de se dire, on a la fonction d'erreur, donc la loss function, qui va être paramétrée par tous les poids du réseau. Okay, donc ici, f n'est paramétré que par deux valeurs, mais ma loss function, sur un réseau de neurones complexe, elle a, une fois de plus, des millions et des millions de paramètres. Et donc ça va être grâce au SGD qu'on va savoir dans quel sens est-ce qu'il faut faire varier tel paramètre pour faire baisser un petit peu la fonction d'erreur. Et en répétant ça des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de fois, on espère qu'on arrive à une valeur d'erreur la plus faible possible. Alors comment est-ce qu'on sait que l'apprentissage fonctionne? Eh bien, en fait, à la fin de chaque époque, donc une fois qu'on a fait passer tout le dataset à travers le modèle pendant l'entraînement, on va faire passer dans ce modèle, on va dire intermédiaire, un jeu de données de validation, qui est un jeu de données qu'on aura mis à part, hein, un jeu qu'il ne faut surtout pas montrer au modèle d'entraînement, parce que sinon, effectivement, il va l'apprendre. Donc on ne veut pas qu'il l'apprenne, on veut qu'il le prédise. Okay, et donc, à la fin de chaque époque, on va faire passer ce dataset de validation dans le modèle intermédiaire et on va regarder son score. Ça va nous donner ce qu'on appelle la validation accuracy. On verra ça tout à l'heure dans les exemples. Et c'est ça qui va nous dire si oui ou non notre modèle est en train de généraliser correctement. Certes, il apprend le training set, mais sur des nouveaux échantillons, comment est-ce qu'il se comporte? Est-ce qu'il a une bonne performance? Okay. Et donc, on va avoir quelque chose comme ça. Donc, on va avoir la courbe bleue, donc qui est la précision d'entraînement, qui va monter, 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 et qui, si vous lui laissez suffisamment de temps et si vous lui faites avaler, avaler suffisamment de données à votre modèle, va atteindre 100%. C'est une certitude. C'est un théorème qui s'appelle le théorème de l'approximation universelle, qui dit qu'un réseau de neurones suffisamment profond, avec suffisamment de données et suffisamment de temps, il va atteindre 100% de précision d'entraînement. Donc la question n'est pas est-ce qu'il va y arriver, il va y arriver. Et donc, de manière analogue, la fonction d'erreur, la loss function, elle va arriver à 0. Okay, donc, on pourrait se dire c'est super, ça marche à tous les coups. Alors oui, sauf que ce qui est important, c'est la précision de validation, c'est-à-dire lorsqu'on passe des nouveaux échantillons dans le réseau entraîné, est-ce qu'il arrive à les prédire correctement ou pas? Et donc bien sûr, au début, cette précision va monter, 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 et puis très certainement à un moment, elle va se mettre à dégringoler. Parce qu'on est rentré dans un domaine qu'on appelle l'overfitting, qui est un problème sérieux. Alors certes, le réseau a réussi à apprendre quasi parfaitement le dataset d'entraînement, mais trop parfaitement. Et donc il a tellement bien appris le réseau d'entraînement qu'il n'est plus capable de généraliser à d'autres échantillons. Et donc c'est pour ça que quand on supervise son processus d'entraînement,
c'est important de garder l'œil sur cette validation accuracy, parce qu'à partir du moment où elle s'arrête, bah, c'est là qu'il faut s'arrêter. C'est là qu'il faut dire stop, c'est cette version-là du modèle que je vais garder. C'est pour ça qu'il faut les sauver à la fin de chaque époque, hein, pour en avoir toutes les versions intermédiaires. C'est celle-là que je vais garder, parce qu'à partir de là, ça dégringole, et je sais que ça ne marchera pas bien avec mes échantillons. Okay. Donc ça, c'est des notions vraiment importantes, et on va les mettre en pratique tout à l'heure. Donc justement, avant de repasser la parole à Myriam qui va nous parler du Volta, comment est-ce qu'on met ça en pratique? Alors sur AWS, on vous fournit une image, donc une AMI, qui s'appelle la Deep Learning AMI, qui contient tous ces outils et toutes ces librairies préinstallées. Donc vous allez dans la marketplace AWS, vous cherchez la Deep Learning AMI, vous choisissez la taille d'instance que vous voulez, le type d'instance, est-ce que vous voulez une instance CPU, est-ce que vous voulez une instance GPU, vous la démarrez et tout est prêt. Donc vous avez, si c'est une instance GPU, vous avez les drivers NVIDIA, toutes les librairies CUDA déjà installées, plus tous les outils de Deep Learning installés. Okay, donc vraiment on vous recommande de travailler avec cette AMI, elle va grandement vous simplifier la vie. Alors justement, un de ces types d'instances EC2 sur lesquelles on peut travailler, ce sont les instances GPU, et on a une famille d'instances qui a été lancée il y a quelques semaines maintenant, qui s'appelle P3, et qui contient ce fameux Volta dont on veut entendre parler, Myriam. Donc, qu'est-ce que c'est que Volta? Dis-nous tout. Alors, Volta, c'est la nouvelle architecture de GPU. Oui. Mais ce qui la différencie des anciennes architectures, c'est que nous avons ajouté des unités spéciales pour le deep learning. Donc, ces unités spéciales permettent de calculer la multiplication de deux matrices et de les accumuler dans une troisième. Donc, au lieu, ce que tu as présenté tout à l'heure, on avait l'accumulation qui était faite uniquement de A fois B. Là, on le fait, les tensor core permettent de faire le D égale à A fois B plus C. Donc, concrètement, voilà, en une étape, on arrive à faire des opérations plus complexes. Et à une échelle. Combien il y a de cœurs sur le Volta, juste pour mémoire? Je crois que tu viens de 5000, ouais, je crois que c'est 5000 et quelques, plus les Tensor Core qui sont un type spécialisé. Oui, plus les Tensor Core qui sont ensuite. Donc les Tensor Core sont vraiment spécialisés dans le deep learning, puisque voilà, ils ont été ajoutés pour le deep learning. C'est vrai, parce qu'on l'a pas précisé, mais les GPU, bon, il y avait des GPU avant qu'on fasse du deep learning. On faisait essentiellement des jeux en 3D avec ça. Les GPU étaient utilisés beaucoup pour les jeux vidéo. Ouais, en gaming ou en traitement vidéo. Là, c'est la première fois qu'on ajoute du hardware dédié pour le deep learning. Exactement, ils étaient utilisés pour le deep learning, mais on n'avait pas ces unités spéciales qui ont été vraiment conçues pour le deep learning. Donc, l'avantage aussi, c'est que on peut avoir, les deux matrices d'entrée sont de type FP16, c'est-à-dire qu'ils sont de type virgule flottante, moitié précision, donc sur 16 bits. Mais que l'accumulation peut se faire en 32 bits. Ouais, c'est une tendance. J'ai vu, on a d'ailleurs nous sorti un benchmark ces jours-ci là sur TensorFlow, sur P3, qui montre que quand on fait du training, donc en floating point 16 bits au lieu de 32 bits, on va 60% plus vite, sans perdre quasiment de précision. Et là, le fait de pouvoir les accumuler dans FP32, on ne perd pas de précision. Il n'y a pas de perte de précision. C'est ça, donc on garde la même précision de training en allant 60% plus vite. Exactement. Voilà, ça c'est un exemple sur TensorFlow, qui est sur le blog IA d'AWS. On peut aller 8 fois plus vite que les flottes en termes de performance. Ouais, je pense qu'il faut que les librairies s'adaptent aussi à ces nouveaux mécanismes. Mais le gain de performance est déjà très très notable. Oui, tout à fait. Donc, en fait, ces Tensor Core, chaque Tensor Core peut faire calculer un nombre à virgule flottante simple et moitié précision, donc, comme je vous l'ai dit. Et il est capable de multiplier puis accumuler 64 fois par cycle d'horloge
des données, donc FP16 ou FP32, donc mix précision. Ok. Donc on peut mixer les précisions et il peut faire ça 64 fois. Ouais, donc un degré de parallélisme qui est élevé. Qui est très donc on élevé. cumule un parallélisme accru et des calculs plus rapides, parce que calculer sur 16 bits, ça va plus vite que calculer sur 32 bits. Donc il y a un double effet qui se coule, quoi, hein. Un double effet Volta. L'avantage aussi des Tensor Core, c'est qu'on peut les utiliser au niveau de CUDA. Ouais. Donc là, on est un cran en dessous. Là, voilà. Là on est vraiment on est sous les librairies de Deep Learning et on veut vraiment programmer soi-même. Voilà, c'est vraiment CUDA. CUDA aujourd'hui permet sur Volta de les utiliser. Vous avez un bout de code là pour faire justement le A multiplié par B plus C dans D. Donc assez simplement, dans l'esprit de CUDA C++, mais les Tensor Core peuvent être utilisés via cuDNN, cuBLAS ou TensorRT, mais aussi directement dans les frameworks ils ont été optimisés, les frameworks ont été optimisés pour les utiliser. Okay. Bon, si jamais vous voulez coder bas niveau, vos propres algos ou vous faites du calcul scientifique, vous pouvez le faire directement avec CUDA. Bon, pour ce qui va nous concerner, rassurez-vous, on va rester un cran au-dessus, on va faire du Python et on va s'appuyer sur les librairies fournies par NVIDIA pour faire ces opérations. Alors un petit mot peut-être sur le déploiement, du coup, pour conclure. Le déploiement, vous pouvez les utiliser donc, sur les instances P3 d'AWS. Vous pouvez les utiliser directement si vous avez une DGX1 Volta, une DGX Station Volta, ou si vous avez la chance. Ce sont des serveurs hardware fournis par NVIDIA. DGX1 c'est un serveur, DGX Station c'est une machine. D'accord, ok. Donc vous pouvez avoir sous votre bureau, qui ne fait pas de bruit, qui est très sympa. Ça chauffe le bureau quand même un peu, non? Non, pas trop. C'est une machine, c'est pas un serveur. D'accord. Donc à NIPS, la semaine dernière, nous avons annoncé la petite en V. Okay. Qui est aussi... c'est un beau cadeau de Noël, ça, je crois. Très, très beau cadeau de Noël. C'est la version, on peut dire ça, la version grand public de... La version consumer un peu du Volta, quoi. Oui, on peut dire ça. Maintenant, je pense que jouer, elle est quand même très très haut de gamme. Alors pour les jeux vidéo, je pense qu'effectivement ça va très très bien marcher. Ça avoir marche un Volta bien pour jouer à Overwatch. Ça marche bien pour tous les jeux, ça va être pas mal. Ça marche bien pour le deep learning. Voilà, donc, mais c'est un beau cadeau. Hein, c'est un beau cadeau. On va pas dire le prix, mais c'est un beau cadeau. Je vais en demander un, moi, Père Noël. Et donc si vous utilisez sur les instances P3 d'AWS, vous pouvez utiliser ce que nous avons sorti récemment en même temps que les P3. Donc NGC, qui est NVIDIA GPU Cloud, qui vous permet, si qui va vous faciliter la vie si vous voulez utiliser les GPU, puisque une fois que vous vous êtes enregistré sur cette plateforme, vous pouvez ensuite aller utiliser l'AMI d'AWS qui est fourni par NVIDIA et vous pouvez ensuite récupérer les conteneurs qui sont fournis par NGC et qui sont optimisés pour l'utilisation des Tensor Core sur Volta. Ok, donc c'est une alternative, on va dire, c'est une offre d'NVIDIA, un peu comme la Deep Learning EMI, on va dire c'est la version d'NVIDIA, et puis avec la capacité à récupérer effectivement des librairies optimisées pour Volta, etc. Ce ne sont pas des librairies, ce sont des conteneurs. Des conteneurs, oui, les conteneurs qui vont contenir les librairies. L'avantage de cette MII, c'est que vous avez tout qui est déjà installé, vous avez NVIDIA Docker qui est installé aussi, donc vous avez juste à vous connecter, à mettre votre identifiant et récupérer le conteneur qui vous intéresse et vous êtes prêt à utiliser Volta assez facilement. Intéressant.
Si vous voulez voir une vidéo, Je crois qu'on a plus le temps. je Je pense suis qu'on a désolé. plus le temps. Hugo commence à bouillir, donc c'est qu'on est en retard. Très bien. Je suis désolé, elle doit être sur ton site. Si, c'est sur le site. Et si vous voulez en savoir plus sur le deep learning, comment ça fonctionne, Nvidia.com et nvidia.com/DLI. Vous avez la version nvidia.fr/DLI qui est donc en français. Vous avez des quick labs donc ce sont des labs en ligne en auto-formation. Ouais. En auto-formation ou demander directement un workshop ou accéder à un workshop public. Parfait. Écoute, merci beaucoup pour toutes ces infos. J'avais pour ma part aussi juste 2 ou 3 liens à vous montrer. Si j'arrive à remettre mon affichage, voilà. Donc, côté AWS, eh bien, la page de haut niveau sur le machine learning, le blog d'IA sur lequel il y a pas mal d'articles, j'en ai mentionné un ou deux, des benchmarks, etc. La page dédiée au deep learning sur le site d'NVIDIA, donc le Deep Learning Institute, avec des informations en français. Myriam m'a demandé de le préciser, c'est important. Et puis des informations supplémentaires sur l'architecture Volta et sur les instances P3 AWS, donc qui contiennent ce fameux foudre de guerre qui est le Volta. Et puis mon blog sur Medium qui contient pas mal d'articles sur le deep learning, sur MXNet avec beaucoup de tutos et beaucoup de code. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce premier webinaire. Myriam, merci beaucoup. Merci. On est ravis d'avoir eu NVIDIA avec nous et une solution architecte deep learning qui parle français. Voilà, il y en avait une, et ben on l'a trouvée. Et c'est Myriam. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Et je pense qu'Hugo va afficher le sondage et on va répondre aux questions. Alors, le sondage. Donc vous avez l'habitude du sondage maintenant. 5, la meilleure note. 1, la moins bonne note. Vous ne vous trompez pas. 5 et la meilleure note. Alors, en avant pour les questions. Alors, j'ai un reflet sur l'écran. Alors, il y a une question de Jonathan. Est-ce qu'il faut acheter une Titan pour faire du deep learning à la maison? Alors, je pense que ça fera très plaisir à NVIDIA si tu achètes une Titan. Ça fera peut-être moins plaisir à ton banquier. Donc la réponse est non. Tu peux tout à fait faire du deep learning sans GPU sur des petits datasets. On verra dans le deuxième webinaire, on va travailler des petits datasets. On peut tout à fait faire de l'entraînement sur son CPU. Bon, ça prend un petit peu plus de temps, mais une fois de plus, sur des petits datasets, on reste sur des temps de training raisonnables. Donc, d'autant plus que, par exemple, la MXNet est très facile à utiliser de manière identique sur CPU et GPU. Donc non, c'est pas la peine. Après, si dans ton PC, tu as un GPU, à partir du moment où c'est un GPU NVIDIA d'une génération relativement récente, tu dois pouvoir utiliser les MXNet, TensorFlow, etc. avec les drivers NVIDIA. Il n'y a pas de grosse différence. Alors, solution Volta sur AWS, combien ça coûte? Alors, le prix des instances est en ligne. Je dois pouvoir vous retrouver ça vite fait. Il y a trois familles, enfin pardon, il y a 3 types d'instances à l'intérieur de cette famille. Et on va trouver les prix. C'est 1, 2 et 8. Oui, c'est ça. Voilà. Pricing. Ah, il m'embête. J'aurais dû chercher EC2 pricing. Donc oui, il y a P3 X large qui a un GPU. Et ensuite, consulter la tarification des instances. Voilà. Donc vous allez le trouver là. On va prendre les prix en Irlande. Alors, P3, où es-tu? Voilà, on y est. Donc, il y a 2 XL qui coûtent 3,30 de l'heure. Et puis, vous voyez les prix pour les autres.
Donc ça c'est les prix on demand. Hein, mais vous m'avez entendu beaucoup parler d'instances spot hier. Bien sûr, on peut faire du spot sur les P3. La famille antérieure, c'était les P2 qui avaient un GPU qui est le K80, qui est une génération antérieure. Et vous pouvez aussi faire du spot donc sur les P2 et les P3. Hein. Donc, avec spot, vous pouvez descendre à 80% de réduction facilement. Okay. C'est sûr qu'à 26$ de l'heure, on a envie de faire attention que ça serve vraiment à quelque chose et qu'on ne les laisse pas allumer pour rien. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Myriam, si tu as une question qui t'inspire, n'hésite pas. J'ai un reflet sur l'écran. Alors, une question de Cédric. Dans le cadre d'un algorithme de classification, comment est-ce qu'on obtient les informations de label à grande échelle? Alors ça, c'est une bonne question parce que c'est effectivement, là, dans la discussion, on présuppose qu'on a un dataset qui est déjà étiqueté. Maintenant, comment est-ce qu'on le construit, ce dataset? Alors, soit vous pouvez travailler avec des datasets publics, par exemple, Myriam a parlé d'ImageNet, hein, qui est déjà labellisé, donc très bien, vous le prenez, vous entraînez avec ça. Si vous voulez construire votre propre dataset, il va falloir le faire labelliser. Donc, soit vous prenez une armée de stagiaires, soit il y a des sociétés qui vont faire ça. Il y a des startups qui vont vous fournir des outils pour faire de la labellisation plus simple. Et puis, il y a aussi un service d'Amazon dont on parle rarement, qui s'appelle Amazon Mechanical Turk, qui vous permet de faire exécuter des tâches manuelles et qui est pas mal utilisé justement par les machine learners pour faire étiqueter leur dataset. Voilà. Donc ça peut être, il y a plein de solutions. Mais sinon l'armée de stagiaires, ça marche aussi. On n'a plus de temps? Non, on n'a plus de temps. Là, il fait les gros yeux. On n'a plus de temps. On est d'accord. Bon, on n'a plus de temps. Ok, écoutez, merci beaucoup. Merci encore Myriam de ta participation. Et on va faire une pause de 4 minutes, c'est précis. Et on se retrouve dans 4 minutes pour attaquer le code sur MXNet et le deep learning sur MXNet. Voilà, merci beaucoup et à tout de suite.